Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour Chloé. Alors, retraite, où en est-on? Sur le devant de la scène médiatique et encore aujourd'hui sujet de discorde dans l'hémicycle, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui porte la suspension, dit-on, de la réforme des retraites, mais pas que, on va le voir, méritait bien ce webinaire Gérézo. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadine Ego et je vais tout d'abord vous présenter la société Gérézo. Donc, Gérézo est un organisme de formation, de conseil et d'édition. Et donc, nous faisons des formations sur tout ce qui est protection sociale en droit public et en droit privé. Et c'est pour ça que Chloé et moi avons l'occasion, donc cet après-midi, de vous présenter quelque chose sur la retraite. Je vais laisser Chloé se présenter. Oui, alors Chloé Sablérol, consultante et formatrice chez Gérézo, et donc pour ma part dans le domaine de la retraite, notamment des agents de la fonction publique. Donc, et moi-même, donc Nadine Nego, consultante formatrice en retraite et en protection sociale en droit privé, donc depuis 36 ans au sein de la société Gérézo. Au programme cet après-midi, puisqu'il sera sujet de la suspension de la réforme des retraites, quelques propos liminaires en guise de rappel sur les dernières dispositions de la loi donc, du 14 avril 2023. Réforme paramétrique seulement, on va le voir, en 2023, qui maintient dès lors, à quelques exceptions près, les différents régimes de retraite que nous vous présenterons brièvement. Puis, sans faire durer le suspense plus longtemps, la suspension, dite suspension de la réforme des retraites, quand, comment et quoi. Nous préciserons alors le propos en vous parlant d'âge et de trimestre. La suspension, mais pas que, disais-je tout à l'heure. En effet, le volet retraite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 contient d'autres dispositions, et notamment celles visant à améliorer la retraite des mères de famille, une refonte globale du cumul emploi-retraite et enfin l'indexation des pensions. Nous tenterons pour finir de vous dire 2 mots sur la façon de gérer les dossiers ou de répondre aux questions qui vous seraient posées dans ce contexte, encore, on n'aura de cesse de vous le dire, très incertain. Évidemment, un temps d'échange est prévu à la fin, clôturera nos propos, et donc nous vous inviterons à poser vos questions au fil de la présentation dans le chat. Kelly Baligan est là dans l'ombre pour nous aider. Merci Kelly, et nous y répondrons à la fin. Alors, plus de 30 ans de réforme, Nadine, tu le sais, depuis la parution du livre blanc sur les retraites en 1991, qui marque un tournant en mettant en avant l'impact du vieillissement démographique et de l'allongement de l'espérance de vie sur le financement des retraites. Plus de 30 ans et en 2019, M. Macron annonce une réforme d'ampleur, une réforme systémique de l'entier système des retraites donc. L'ambition affichée du gouvernement est en 2019 de créer un système universel de retraite dans lequel les règles seraient les mêmes pour tous les assurés. Si le principe de la répartition n'est pas remis en question, en revanche, la nouveauté réside dans la manière dont sont transformées, pourrait-on dire, les cotisations, c'est-à-dire plus en trimestre, mais en points. Les travaux sont finalement mis en suspens pendant la crise sanitaire et lorsqu'ils reprennent, le dessin a changé. Une réforme paramétrique, donc non plus de l'entier système des retraites, mais seulement des paramètres en son sein, est programmée.
alors seulement des paramètres, mais non des moindres, hein, puisqu'il s'agit notamment de deux mesures phares, l'âge et la durée de cotisation requise. Réforme paramétrique seulement, c'est donc toujours le statut de l'actif, de la personne qui travaille, qui détermine ces régimes d'affiliation. Effectivement, comme le disait Chloé, donc aujourd'hui, on a en France environ une quarantaine de régimes de retraite. Donc donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire un focus sur les salariés du secteur privé et sur, on va dire, les fonctionnaires d'une manière générale que Chloé vous présentera. Donc, concernant un salarié du secteur privé, aujourd'hui, il va cotiser en retraite de base au régime général, d'accord, et il va relever de la CNAV s'il réside en Île-de-France ou de la CARSAT s'il réside en région. Alors, je vous rappelle également que pour connaître vos droits à la retraite, vous pouvez vous connecter sur le site soit www.info-retraite ou www.l'assurance-retraite.fr pour connaître vos droits et faire également des estimations et vérifier vos relevés de carrière. Alors, bien évidemment, lorsque nous sommes en cours de révision aujourd'hui, compte tenu du contexte, du savoir exactement quel sera le montant de votre retraite et à quel âge vous pourrez partir. Donc, pour un salarié du secteur privé, donc aujourd'hui, il a une retraite de base, régime général, et puis il a une retraite complémentaire, Agirc-Arrco. Donc, en 2019, je vous rappelle que l'Agirc-Arrco ont fusionné. Auparavant, on avait un régime Arco en plus du régime général pour les non-cadres. Et lorsque l'on était cadre, au sens de la retraite, on avait du régime général, de l'Arco et de l'Agirc. Et donc, il a été décidé que cette partie retraite complémentaire fusionne. Donc, aujourd'hui, on a un régime unique. Donc, ça veut dire que concrètement, un salarié du secteur privé, lorsqu'il va faire valoir ses droits à la retraite, il aura une retraite du régime général et une retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco. Alors, un point important, tout ce qui concerne les réformes de retraite actuellement concerne le régime général pour le salarié du privé. Tout ce qui est Agirc-Arrco, donc là, on est sur un régime paritaire, piloté par les partenaires sociaux, qui effectivement, s'il réforme il y a, eh bien, il pourrait y avoir des incidences également en retraite complémentaire. Donc voilà pour la partie du secteur privé. S'agissant du régime principal des fonctionnaires, parce qu'on parle de régime principal dans la fonction publique, régime de base plutôt régime général et régime principal dans la fonction publique, tout d'abord le service des retraites de l'État, les pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires du versant étatique, et pour les fonctionnaires appartenant au versant territorial et au versant hospitalier, ils sont affiliés à la CNRACL. Puis, depuis 2005, un autre niveau, la retraite additionnelle de la fonction publique, alors qui n'est pas une retraite complémentaire, c'est additionnel, et qui est commun et obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires des trois versants. Toujours la fonction publique, les agents contractuels du coup de droit public, partagent avec les salariés de droit privé la même retraite de base. Ils sont affiliés à l'assurance retraite du régime général, mais n'ont pas la même complémentaire, puisqu'il ne s'agit pas de l'Agirc-Arrco. Ils sont affiliés, les contractuels de droit public, à l'IRCANTEC. Alors maintenant, si l'on regarde un petit peu la dernière réforme des retraites qui a eu lieu en 2023, donc on a eu plusieurs thématiques et donc on va prendre les principales thématiques. Le report de l'âge légal d'ouverture de droit, l'allongement de la durée requise en termes de trimestre, la création d'une surcote parentale, donc je vous en dirai deux mots tout à l'heure, les nouvelles modalités de départ pour les carrières longues, et la constitution de nouveaux droits sur le cumul emploi-retraite. Donc là, on va voir tout à l'heure que dans le projet de réforme, il y a des thématiques justement qu'on va revoir. Et je laisse Chloé vous parler de la partie fonction publique sur la dernière réforme.
Oui, alors parce que dans la fonction publique, 2 dispositions spécifiques de la loi du 14 avril 2023 et ses décrets d'application venaient s'ajouter. En premier lieu, l'extension de la retraite progressive aux fonctionnaires dont bénéficiaient déjà les affiliés du régime général, hein, qui est accessible sous condition, notamment une condition d'âge. Alors, il était prévu 2 ans avant l'âge légal d'ouverture des droits, mais vous le savez, ce dispositif vient d'être réformé, hein, et est ouvert depuis le 1er septembre dernier, 1er septembre 2025, dès l'âge de 60 ans. Dernière disposition, un phare de cette réforme de 2023, l'institution d'une nouvelle dérogation à la limite d'âge, puisque vous le savez, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ne peuvent plus, en principe, travailler au-delà de 67 ans, sauf dérogation, notamment le nouveau maintien en fonction jusqu'à 70 ans, qui peut en revanche être refusé par l'employeur dès lors qu'il motive son refus. Donc voilà pour les principales mesures. Alors, si on reprend les propos de Monsieur Lecornu, donc on nous dit: je proposerai au Parlement que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement d'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'en janvier 2028. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Donc, par rapport à ce discours de politique générale, donc on va voir derrière tout ce qui se passe, parce que dans la retraite, le diable se cache dans les détails. C'est vrai que vous allez voir que c'est assez complexe de s'y retrouver. Hein. Nous, parfois, même avec Chloé, on ne s'y retrouve plus. Hein. Donc, de comprendre ce que veut dire effectivement ce discours de politique générale. Alors, d'autant plus complexe que ce même jour, le 14 octobre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est présenté en Conseil des ministres et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, comment introduire la suspension promise? Par un nouveau texte? Par un amendement? Alors, il faut savoir que le droit d'amendement est un exercice qui est risqué. En effet, l'amendement peut être retiré au cours de la discussion, mais il peut aussi être rejeté lors du vote des assemblées parlementaires. Alors, l'universitaire Benjamin Morel suggérait une autre voie qui fut retenue. Fin du suspense donc sur le véhicule législatif, une lettre rectificative est déposée le 23 octobre dernier. Une lettre rectificative qui permet au gouvernement de modifier le texte d'un projet de loi qui est déjà déposé devant le Parlement. Alors, quel avantage de la lettre rectificative? Pour reprendre ce que disait M. Morel, elle permet, la lettre rectificative, d'introduire l'article directement dans le texte, comme s'il s'agissait du projet initial. Et donc, finalement, enlève l'incertitude autour d'un vote de l'amendement. Toutefois, cette option de la lettre rectificative fait repartir de zéro le délai de 50 jours dont dispose le Parlement pour se prononcer. Le dépôt de la lettre rectificative a donc nécessité de revoir un calendrier budgétaire qui était déjà particulièrement contraint. Ce délai que je viens d'évoquer, de 50 jours, est prévu par l'article 47.1 de la Constitution. La lettre rectificative ayant été déposée, vous le voyez à l'écran, le 23 octobre, le délai de 50 jours court à compter de cette date. Rejeté par la Commission des affaires sociales, le projet de loi était ces derniers jours discuté, débattu dans l'hémicycle par les députés. Suspense encore aujourd'hui, à son comble, puisque c'est aujourd'hui qu'est prévu le vote solennel des députés. Mais plus de 2500 amendements ont été déposés.
dont un dernier, dont on vous parlera tout à l'heure avec Nadine, annoncé par la porte-parole du gouvernement uniquement lundi, et qui étendrait la suspension à de nouveaux publics. On l'évoquera. Donc, de nombreux amendements, certains déposés aujourd'hui, qui risquent donc d'allonger le temps d'examen du texte qui pourrait ne pas se terminer aujourd'hui à minuit. Dans cette hypothèse, les députés pourraient ne pas avoir le temps de voter et de se prononcer sur l'ensemble du projet. Mais en tout état de cause, le texte serait remis au Sénat dans sa version alors inachevée. Quoi qu'il en soit, le texte sera examiné par cette seconde chambre, le Sénat, et le Parlement aura jusqu'au 12 décembre, fin du délai constitutionnel de 50 jours, pour se prononcer. Que passera-t-il alors ensuite? Soit le Parlement adopte le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, une loi sera promulguée avant la fin de l'année. Dans le cas contraire, le projet pourrait également être adopté par la voie d'ordonnance et donc par le gouvernement lui-même. Quoi qu'il en soit, certaines mesures, et on le signalera avec Nadine, ne pourront entrer en vigueur que par la voie réglementaire. Et il faudra alors, comme souvent, attendre les décrets d'application. Alors, donc, dans les thématiques que nous allons aborder donc aujourd'hui, donc suspension, décalage de la réforme, donc on va y revenir bien sûr puisque je crois que c'est le centre du sujet. L'amélioration de la retraite des mères de famille, donc je vous en dirai 2 mots dans le privé, puisqu'il va y avoir un nouveau mode de calcul, enfin il pourrait y avoir un nouveau mode de calcul sur le salaire dit des 25 meilleures années, et une modification pour les carrières longues, toujours là aussi en faveur des femmes, mais je vous en parlerai tout à l'heure dans le détail. La réforme du cumul emploi-retraite, on verra ce que ça veut dire, le gel des pensions et le nouveau système d'indexation des pensions. Alors, donc moi, je vais démarrer par l'âge de la retraite. Alors, si on prend la dernière réforme des retraites de 2023, donc on avait un calendrier là que vous avez sous les yeux où en fonction de l'âge de l'année de naissance, vous avez un âge d'ouverture de droit où on va dire l'âge légal. Concrètement, ça veut dire à quel âge je peux partir au plus tôt. Alors attention, c'est toujours au plus tôt, sans parler des cas particuliers où je pourrais partir avant l'âge légal, comme les carrières longues, le handicap, l'inaptitude au travail, l'incapacité. Cet âge légal requis, à côté de cet âge légal, vous avez un nombre de trimestres requis. Donc, le dernier calendrier que l'on avait, donc, issu de la réforme de 2023, vous l'avez sous les yeux. Pour le projet de réforme, je te laisse, voilà. Donc là, on aurait un nouveau calendrier, puisqu'on parle de suspension de la réforme, donc qui concernerait la génération née à partir de 1964. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, effectivement, on gagne un trimestre en termes d'âge et en nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein. Effectivement, l'information qu'on a eue hier, c'est pour la génération née en 65. Donc, sur le plan de marche, on serait à 63 ans et 171 trimestres. Mais pour ceux qui sont nés au premier trimestre 1965, en fait, en réalité, ce sont les personnes dont l'âge est ouvert avant 2028. Ils pourraient peut-être partir à 62 ans et 9 mois plutôt qu'à l'âge de 63 ans. D'accord ? Alors que dans la lettre rectificative, on n'avait pas cette petite subtilité pour la génération née en 65. Donc voilà, version salariée du secteur privé. Pour Chloé, je te laisse. Alors oui, pour les fonctionnaires, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code des pensions fonctionne en la matière par renvoi au Code de la sécurité sociale. D'accord ?
Donc, si un article du Code de la sécurité sociale est modifié, la disposition du Code des pensions s'en trouve pareillement changée. Ainsi, donc, l'article L24, c'est L24 du Code des pensions qui prévoit que la liquidation de la pension intervient lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L161-17-2 du Code de la Sécu. Donc, ce qu'expliquait Nadine à l'instant est applicable aux fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire. Ce même article du Code des pensions, L24, prévoit en outre que, par dérogation, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires actifs, intervenir à compter d'un âge anticipé, qui est l'âge du Code de la Sécu, diminué de 5 années. Donc, 62 ans, moins 5 ans, 57 ans, était l'âge d'ouverture des droits de ces fonctionnaires, sous réserve de justifier de 17 ans de service en catégorie active. La réforme de 2023, vous l'avez sous les yeux, organisait ensuite un report de l'âge d'ouverture des droits de 3 mois par génération pour atteindre 59 ans, vous voyez, donc de 57 à 59 pour les générations 73 et après. Les dispositions transitoires pourraient être modifiées, le disait Nadine, dans le régime général, et donc il en serait de même pour la catégorie active. Le calendrier de mise en œuvre serait alors revu et aménagé pour les actifs justifiant de 17 ans de service actif à partir, vous voyez, de la génération 1969, qui demeurerait donc, dont l'âge demeurerait à 57 ans et 9 mois, comme la génération précédente, et 170 trimestres requis, comme la génération précédente. Pour la génération 1970, on passerait à 58 ans et 171 et non pas 172 trimestres requis, cette durée cible n'intervenant que pour la génération suivante. Avec la même exception pour ceux nés au cours du premier trimestre de l'année 1970, ce qu'a expliqué Nadine, qui pourraient voir leur âge d'ouverture des droits demeurer à 57 ans et 9 mois. S'agissant des fonctionnaires ayant opté pour l'intégration dans les nouveaux corps et cadres d'emploi, ce qui est appelé communément le droit d'option. La loi de 2023 modifiait en conséquence la loi de 2010, d'accord, en organisant là aussi, pour cette catégorie aussi, un report de 3 mois par génération, et donc on passait de 60 ans à 62 ans. Même une lecture attentive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne permet pas de trouver une disposition qui vient modifier la loi du 5 juillet 2010. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de décalage. La génération 1966 ne gagnerait pas pour l'heure un trimestre. L'âge d'ouverture des droits de ces droits d'option, nés en 66, demeurerait fixé à 61 ans. Un oubli. Alors, donc là, avec Chloé, on s'est focalisé sur l'âge de la retraite. Donc, vous avez vu, c'est déjà pas, enfin, il y a des situations différentes, c'est vraiment très, très subtil. Alors, c'est vrai que pour ceux qui connaissent que le droit privé, qui ne connaissent pas la fonction publique, ou vice-versa, c'est peut-être un petit peu complexe de vous y retrouver. J'espère qu'avec les tableaux, ce sera plus simple pour vous. Alors maintenant, sur cette réforme, en fait, on a des effets induits. À partir du moment où on touche à l'âge et au trimestre, ça peut jouer aussi sur des situations particulières. Alors, je vais vous dire 2 mots de ce qu'on appelle la surcote parentale. Alors, qu'est-ce que la surcote parentale ?
Pour faire simple, lorsque, moi, je vais toujours prendre mon exemple d'un salarié du secteur privé. Donc, quand vous partez à l'âge légal et que vous avez votre nombre de trimestres, vous allez percevoir une retraite dite à taux plein et vous allez percevoir donc 50% de vos 25 meilleures années. Et vous n'aurez pas de surcote. La surcote, en fait, va intervenir après l'âge légal et après obtention de votre nombre de trimestres. Mais lors de la réforme de 2023, on avait mis en place une mesure qui prévoyait une surcote dite parentale pour les hommes et les femmes qui avaient des trimestres pour enfants. Donc, je ne rentre pas dans le détail des trimestres pour enfants, mais dès que vous avez des enfants, ça vous génère des trimestres. Et donc, cette surcote parentale, lors de la dernière réforme, elle devait se déclencher pour la génération née à partir de 1964. Celle dont l'âge minimum, l'âge légal, était de 63 ans. Alors, dans les effets induits, si ceux qui sont nés en 64, leur âge légal, c'est 62 ans et 9 mois, du coup, est-ce qu'ils seront concernés par la nouvelle surcote parentale? Pour l'instant, je n'en sais rien. Donc, ça veut dire aussi que si vous êtes allé sur les sites estimer le montant de ma retraite, cette surcote parentale, elle était déjà calculée par rapport à la réforme de 2023. Donc, vous voyez, dès qu'on touche aux bornes d'âge, ça peut toucher également au montant de la retraite. D'autant plus que cette surcote parentale pouvait générer jusqu'à 5% de retraite en plus. Donc, tout ça pour vous expliquer que, effectivement, vous touchez à la borne âge et trimestre, eh bien, vous touchez à d'autres éléments dans le calcul de la retraite. Donc, vous décalez le calendrier. Donc, vous décalez tout, en fait, sur les modalités de calcul. Alors, tout décalé, pour poursuivre Nadine avec ses effets induits, qu'en est-il des carrières longues? La retraite anticipée au titre de la carrière longue n'était pas citée ni par le Premier ministre, ni dans le projet de loi qui est examiné dans l'hémicycle. Alors, 2 points pour la carrière longue. Vous le savez, même si les agents, je ne sais pas si c'est pareil pour les affiliés, mais très certainement, oublient qu'il y a 2 conditions pour la carrière longue. Donc, une condition de début d'activité, et puis une condition tenant à une durée réputée cotisée. D'accord ? Cette condition de la durée réputée cotisée, c'est un peu la même chose que pour les actifs, on fonctionne par renvoi. D'accord ? Et ici, on renvoie à la durée qui est prévue dans le Code de la Sécurité sociale. Comme le Code de la Sécurité sociale est modifié, on enlève un trimestre pour les assurés nés en 64 et 65, il en serait de même pour la carrière longue, avec toutefois un effet limité, puisque ça concernerait uniquement la génération 65, puisque si elle remplissait les conditions pour partir, la génération 64 a déjà liquidé ses droits. S'agissant de l'âge à présent, le projet, je vous l'ai dit, ne prévoyait rien. Mais jusqu'à lundi, où on entend parler d'un amendement qui viendrait modifier aussi l'âge pour les départs anticipés au titre de la carrière longue. Alors, cela signifierait peut-être, mais encore une fois, la prudence est de mise, que pour les assurés nés en 66, qui justifient d'un début d'activité avant 20 ans, peut-être ces assurés-là pourraient liquider leurs droits au titre de la carrière longue, non pas à 61 ans, mais à 60 ans et 9 mois, s'ils ont bien, à cet âge, la durée réputée cotisée requise. Idem pour la génération 67, qui a commencé à travailler avant 20 ans, avec un âge sous condition, un âge d'ouverture fixé alors à 61 ans. En tout état de cause, un décret est nécessaire puisque les dispositions transitoires en 2023 avaient été fixées par la voie réglementaire au mois de juin 2023. Donc, attendons. Pour la retraite progressive, pas de changement. Maintenant, on est sur 60 ans, âge d'ouverture au dispositif,
bien en deçà de l'âge qui est prévu, même réformé, par le projet de loi. Donc, aucun impact. S'agissant du rachat des années d'études ou des années incomplètes pour le régime général, on se pose la question des trimestres qui ont été rachetés. Si on réduit de 1 trimestre pour certaines générations la durée requise pour le taux plein, mais comme me le disait Nadine, en général, à chaque fois qu'il y a une réforme, un dispositif de remboursement est prévu et généralement dans les 2 ans à compter de la publication de la loi. Donc, à voir. Voilà pour les effets induits. Alors, donc moi, je vais reprendre la partie retraite du privé et un petit peu vous parler de l'impact pour ce qui est prévu pour les mères de famille ou les pères de famille d'ailleurs, sous condition. Alors, le principe, c'est que pour bénéficier d'une retraite du régime général, dans le calcul, vous allez avoir une retraite qui va être calculée sur le revenu annuel moyen des 25 meilleures années, un taux de pension qui est au maximum à 50%, que l'on appelle le taux plein, puis le nombre de trimestres requis au régime général. Donc, ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui a une carrière complète dans le privé, il va avoir 50% de la moyenne de ses 25 meilleures années. Alors, un petit focus sur les 25 meilleures années, en 2 mots. Donc, en fait, sur votre relevé de carrière au régime général, on va enregistrer vos salaires bruts de l'époque, on va les revaloriser et on va aller chercher les 25 meilleures années et on va les diviser par 25. OK ? Donc là, a été au plafond, puisque les salaires enregistrés au régime général sont enregistrés dans la limite de ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale. Donc, pour vous donner une idée, en 2025, ce plafond, il est de 47 100 € brut annuel. On raisonne toujours en brut annuel. Donc, quelqu'un qui aurait toujours été au-dessus du plafond, eh bien, il aurait un salaire de ses 25 meilleures années à 43 741 € brut annuel. Donc, pour le calcul, donc je te laisse avancer, Chloé. Donc, en fait, pour calculer ces 25 meilleures années, donc concrètement, j'ai toujours été au plafond, j'ai 25 années, je multiplie par 50%, ce qui fait que au global, ma retraite maximum, finalement, au régime général, ça va être 1 822 € par mois, moins 9,1% que sont les prélèvements sociaux au régime général. D'accord ? Bon. Alors, pour comprendre la mesure justement en faveur des femmes, alors le principe, c'est que pour les femmes qui ont eu des trimestres enfants, ou les hommes, parce que sous condition, les hommes peuvent avoir également des trimestres enfants, au lieu de calculer la retraite sur les 25 meilleures années, on prendrait les 24 meilleures années si on a eu un enfant et les 23 meilleures années si on a eu 2 enfants ou plus. Bon. Alors, ça pourrait démarrer à compter de 2026. Alors, tout en sachant que 2026, en général, on raisonne sur des années entières. Donc, est-ce que ça pourrait être au 1er janvier 2026 ? Je ne sais pas vraiment si ce sera applicable. En tout cas, l'objectif, c'est d'améliorer la retraite des femmes qui ont eu des enfants. Alors, pour certaines, ça aura une incidence, par exemple, lorsqu'elles ont eu du temps partiel sur leurs 25 meilleures années. Donc, ça permettrait de supprimer dans notre moyenne des années qui sont un petit peu plus faibles. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer le montant. Alors, vous dire exactement ce que ça va donner en euros, ce sera au cas par cas. Tout dépend de la carrière des femmes. En tout cas, on est sur un objectif qui avait déjà démarré sur la réforme de 2023 d'amélioration de la retraite des femmes qui ont eu des enfants. Deuxième, alors là, je vais te laisser parler de mixte. Est-ce que ça aura une incidence ? Alors, effectivement, pour les carrières mixtes, les polypensionnés, ce que tu évoques là, Nadine, ne vaut bien entendu que lorsque les mères ou les pères justifient d'au moins 25 années de cotisation au régime général, si elles ont un enfant, et 24 si elles ou ils ont 2 enfants. D'accord ? Prenons par exemple
une mère d'enfant, hein, ou un père, peu importe, qui commence sa carrière dans le privé en tant que salarié pendant 21 ans, puis qui devient fonctionnaire pendant 22 ans. Carrière complète, mais 2 régimes de base d'affiliation, il est polypensionné. Puisqu'il ne justifie au régime général, vous le voyez, que de 21 ans de cotisation. Sa rémunération annuelle moyenne, servant de base donc au calcul de sa pension du régime général, sera la moyenne de ces 21 salaires plafonnés et revalorisés du régime général. Donc, une rémunération calculée sur 21 salaires. On perd, comme vous pouvez le constater, la notion de meilleur salaire, ce qui était déjà le cas, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Et en plus, cette personne ne pourra pas bénéficier de ce nouveau dispositif. Voilà pour les carrières mixtes. Ton micro, Nadine, je pense. Excusez-moi, j'avais désactivé mon micro. Toujours pour faciliter les carrières longues des mères de famille. Alors, pour faire simple, alors que c'est un sujet quand même qui est toujours extrêmement compliqué, l'esprit des carrières longues, c'est quoi? C'est de pouvoir partir plus tôt quand j'ai commencé à travailler tôt. Et surtout quand j'ai travaillé, on va dire, toute ma vie. Donc c'est pour ça que normalement, au début, les carrières longues, on ne prenait que les trimestres cotisés. Cotisés, ça veut dire je travaille, je cotise. Et puis on a inventé un terme qu'on appelle les périodes réputées cotisées. Et donc vous avez le droit, finalement, dans votre carrière, à prendre en compte certains trimestres qui ne sont pas cotisés. Alors on avait le cas du service national, de la maladie, des accidents de travail, de la maternité, du chômage dans la limite de 4 trimestres, de l'invalidité, des périodes de perception de prestations familiales qui concernent souvent les femmes ou les hommes qui réduisent leur activité ou qui s'arrêtent de travailler pour élever leurs enfants, et les périodes de rachat d'apprentissage. Donc ça, si vous voulez, on appelait ça les trimestres réputés cotisés. Ce qui fait que mon salarié, s'il n'avait pas réellement cotisé toute sa vie, et qu'à un moment donné, il s'était retrouvé un an au chômage, un an pour élever ses enfants, il n'était pas pénalisé. Donc là, ils ont décidé dans le projet de réforme d'en rajouter une autre, ce sont les trimestres pour enfants, mais dans la limite de 2 trimestres, ce qui permettrait à certaines femmes de peut-être partir en... Alors, ces dispositions, attention, c'est sous réserve de publication d'un décret. Alors, dans ce qui est prévu, c'est une application pour les pensions dont la date d'effet serait à partir du 1er septembre 2026. D'accord? Donc, ça, c'est quand même une mesure qui pourrait permettre à des femmes de partir un peu plus tôt, même lorsqu'elles se sont arrêtées de travailler pour élever leurs enfants. Sur le cumul emploi-retraite. Alors, le cumul emploi-retraite, moi, je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce qu'il y a diverses situations. Donc là aussi, aujourd'hui, dans l'esprit de la loi, on a 2 cumuls emploi-retraite. Cumul emploi-retraite intégral, c'est-à-dire que je vais pouvoir travailler à la retraite sans limite de revenus, et un cumul emploi-retraite plafonné. Alors, pour faire simple, tous ceux qui vont partir avant l'âge légal, d'accord, par exemple, les carrières longues, eux vont être limités en revenus, d'accord. Ceux qui vont partir à partir de l'âge légal, qui auront tout leur trimestre, c'est-à-dire qui partiront à taux plein, actuellement, ils ne sont pas limités. Et depuis la réforme de 2023, en plus, ils vont se recréer des droits. Donc là, ils remettent, dans le projet de loi, ils remettent à plat l'intégralité du cumul emploi-retraite. Alors moi, j'ai lu que ça allait être plus simple. Franchement, je trouve ça plus compliqué. Bon. Alors, aujourd'hui, pour comprendre l'esprit aussi de la loi, c'est qu'on veut favoriser la retraite progressive. C'est-à-dire qu'en fait, la retraite progressive, dès l'âge de 60 ans,
si vous avez au moins 150 trimestres, vous allez pouvoir travailler à temps partiel et commencer à percevoir une partie de votre retraite. Donc, par exemple, vous travaillez à 80%, vous percevez 20% de vos retraites. Bon. Donc, l'objectif de la loi, c'est de favoriser cette retraite progressive et en échange, eh bien, on va fortement limiter le cumul emploi-retraite. Et là, donc, on aura non plus 2 bornes, mais je dirais 3 bornes. Alors, ceux qui pourront faire du cumul intégral, donc sans aucune limitation de revenus, ce sera ceux qui auront plus de 67 ans. Ceux qui vont partir avant l'âge légal, donc par exemple les carrières longues, eh bien eux, ils seront limités comme c'est le cas aujourd'hui. Alors quand on dit qu'on est limité, j'ai préparé un petit exemple tout à l'heure, et puis ceux qui partiront entre l'âge légal et l'âge de 67 ans, eh bien ils auront une autre limite. C'est-à-dire qu'en fait, on aura 3 situations différentes. Ceux qui partent avant l'âge légal, ceux qui partent entre l'âge légal et 67 ans, et plus de 67 ans. Alors, pour comprendre ce dispositif, au travers d'un petit exemple, alors, prenons quelqu'un qui, avant de prendre sa retraite, gagnait 48 000 € brut annuel. Il prend sa retraite, il a entre sa retraite de base et sa complémentaire 36 000 €. D'accord? Donc ça, c'est la retraite qu'il a. Alors, aujourd'hui, légal et 67 ans, il n'avait aucune limite de revenus. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris quelqu'un qui reprenait une nouvelle activité et qui totalisait donc 18 000 €. Donc ça veut dire qu'entre sa retraite de base et sa retraite complémentaire et ses nouveaux revenus d'activité, s'il était en cumul intégral, il pouvait aller jusqu'à 54 000 € brut annuel. C'est-à-dire qu'en fait, il gagnait plus que ce qu'il gagnait avant de prendre sa retraite. Alors demain, ils ont décidé de nous mettre une limite. Alors, donc on additionnerait les nouveaux revenus d'activité et on aurait un plafond qui serait aux alentours de 7 000 € par an. Donc ça aussi, ce sera fixé par décret. Alors de toute façon, cette mesure devrait s'appliquer uniquement à partir de 2027. Donc le salarié reprend une activité, donc il a le droit à 7 000 et là, dans mon exemple, il gagne 18 000. Donc il dépasse de 11 000. Donc on écrêterait sa pension à hauteur de 50% du montant. Donc je vais faire 11 000, ce qui est le dépassement, divisé par 2, ça fait 5 500. Donc ça veut dire qu'au total, le salarié, son nouveau plafond, c'est donc 48 500 €. D'accord? Alors, ça veut dire qu'avant la réforme, il pouvait avoir jusqu'à 54 000 € de revenus. Maintenant, après cette réforme, si elle a lieu, eh bien, le salarié qui va partir entre l'âge d'ouverture de droit, 62 ans et 9 mois, et ainsi de suite, jusqu'à 64 et 67 ans, eh bien, il sera limité à 48 500 €. Et puis, la nouveauté, c'est qu'il va plus créer de nouveaux droits à la retraite. Pour se créer de nouveaux droits à la retraite, il faudra que ce soit après 67 ans. Alors, ce qu'il faut savoir concrètement, c'est que le cumul emploi-retraite, ça a été réformé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les circulaires d'application sur la dernière réforme ne sont pas encore publiées. C'est-à-dire que là, on fait une nouvelle réforme avec toujours des incertitudes sur le nouveau dispositif. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est une usine à gaz, cette histoire de cumul emploi-retraite. Et l'objectif, vraiment, comprenez que c'est pour favoriser non pas le cumul emploi-retraite, mais plutôt favoriser la retraite progressive, qui sont 2 dispositifs totalement différents. Chloé, ton micro est coupé. Merci Nadine. Donc oui, je vais reprendre cet objectif de favoriser la retraite progressive parce que la retraite progressive exige l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel. Alors, les nouvelles dispositions, vous le voyez à l'écran, enfin les éventuelles nouvelles dispositions que vient d'expliquer Nadine sont applicables aux fonctionnaires, puisque le Code des pensions renvoie au Code de la sécurité sociale.
hein, et on sait dans la fonction publique que la retraite progressive, hein, n'est pas toujours, en tout cas le passage à temps partiel n'est pas toujours autorisé, hein, puisque dans certaines administrations, hein, certains services souffrent, hein, de ces quotités manquantes, n'ont pas les moyens de pallier ces absences, et donc la retraite progressive, l'autorisation de travail à temps partiel dans le cadre notamment d'une retraite progressive, n'est pas octroyée par l'employeur. Voilà. Donc, objectif privilégié la retraite progressive, hein, en rendant peut-être moins favorable le cumul emploi-retraite, oui, mais privilégié, mais en pratique, est-ce que ce sera le cas? On peut se poser la question. Alors, toujours pour les fonctionnaires, donc ces dispositions du cumul emploi-retraite sont applicables aux fonctionnaires. Donc, prenons le cas d'un fonctionnaire en catégorie active. Hein. Aujourd'hui, il liquide ses droits de façon anticipée. Hein, et les règles en vigueur toujours aujourd'hui lui permettent, hein, d'augmenter ses revenus à la fin du mois en faisant du cumul emploi-retraite parce que, certes, ses revenus seront plafonnés, mais lui permettront, dans une certaine mesure, hein, de cumuler et donc d'augmenter ses revenus à la fin du mois. Ce qui ne serait plus le cas, hein, avec les nouvelles dispositions avant l'âge de 67 ans, hein, si on rentre dans les deux premières options. Hein, et donc, pour un actif, hein, qui partirait avant l'âge légal, ses revenus seraient écrêtés à 100%. Hein, cette nouvelle disposition, enfin cette disposition qui est prévue, hein, est déjà dite fâcheuse dans le versant hospitalier, d'accord, quand on sait l'importance de ces reprises d'activité dans le cadre des vacations à l'hôpital qui peinent à recruter sur ces métiers en tension. Voilà. Pour finir sur le cumul emploi-retraite dans la fonction publique, un émoi, hein, à la lecture du projet de loi de financement de la Sécu. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la retraite invalidité, le Code des pensions, L86, prévoit aujourd'hui cumul intégral de la retraite invalidité et des revenus d'une nouvelle activité. Lorsqu'on lit l'article L86 tel que modifié par le projet de loi de financement, on ne voit plus cette dérogation. Donc, émoi. Très vite suivi d'un apaisement, puisqu'on retrouve à l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale cette dérogation. Autrement dit, le cumul intégral, hein, de la pension de retraite invalidité avec les revenus d'une nouvelle activité et la reconstitution des droits à la retraite dans le cadre de cette nouvelle activité. Un apaisement donc, mais une interrogation quand même. Pourquoi est prévu dans le Code des pensions, hein, pourquoi est-ce uniquement dans le Code de la Sécu? Voilà. Voilà pour le cumul emploi-retraite dans la fonction publique et par Nadine dans le régime général. Alors, on va terminer avec deux dernières choses. L'indexation des pensions. Donc, si en 2024 et en 2025, les pensions ont été revalorisées, il pourrait en être différemment en 2026, puisque le texte prévoit un gel des pensions de retraite de base, hein, en 2026 qui serait maintenu au niveau de 2025. Mais il semblerait que certains députés cherchent aujourd'hui même, en ce moment même, à empêcher, hein, ce gel par le vote. Suspense donc. La revalorisation, des pensions serait également réduite de 0,9 points, vous le voyez, en 2027 et 0,4 points les années suivantes. Hein, donc, si par exemple on a un indice des prix, on constate une hausse en moyenne de 1%, les retraites ne seraient revalorisées que de 0,1% en 2027 et 0,6% entre 2028 et 2030. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour finir, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Nadine, le maître mot, attendre.
Voilà. Oui. Voilà. Attendons. Puisque si la lettre rectificative a bien pour objet, on va dire, de sanctuariser le principe du décalage, de l'aménagement de la réforme des retraites, il ne peut être exclu, un, que le texte soit encore amendé, voire deux, qu'il soit finalement abandonné si, dans le cadre d'un vote d'une motion de censure, alors, si la chute du gouvernement était entraînée par une motion de censure. On ajoutera donc volontiers le fameux sous réserve d'une entrée des dispositions, d'accord, sachant que le Premier ministre a aussi proposé aux partenaires sociaux une conférence sur la retraite et le travail qui devrait s'ouvrir, d'après le ministre du Travail, me semble-t-il, à la fin du mois, qui pourrait donner lieu à un accord qui serait alors transposé dans la loi, sauf si pas d'accord, alors il reviendrait au prochain président de la République, au prochain candidat, en tout cas à l'élection présidentielle, de proposer des choses. Patience donc, attendons les textes, mais nous espérons vous avoir donné déjà un premier aperçu le plus précis possible de ces dispositions. Voilà, donc à présent, nous vous remercions déjà pour votre attention. On va laisser la place peut-être aux questions pour avoir le temps d'y répondre. Il est 51, donc ça nous laisse quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. C'est ce que nous allons regarder avec Nadine. Donc, si certaines ont été placées en favori. Alors. Le calcul présenté cumule l'Agirc-Arrco et la CARSAT ou seulement la CARSAT? Alors, c'était peut-être pour ma partie sur la retraite d'un salarié du privé. Alors, donc, le calcul que j'ai fait, c'est uniquement la retraite de base, puisque la retraite complémentaire va s'ajouter en fait à une retraite en points, donc avec un nombre de points et une valeur de points. Donc, quand on parle des 25 meilleures années, on parle toujours du régime de base, mais en aucun cas de la retraite complémentaire. Alors oui, alors c'est vrai que sur revenu, sous condition, les hommes ou les femmes peuvent en bénéficier. Alors, Chloé, je parle peut-être de ça, en fait, ces fameux trimestres pour enfants. Oui. Alors, j'ai juste parlé dans le privé et assez rapidement. Donc, dans le privé, si vous voulez, quand vous avez eu des enfants, si vos enfants sont nés avant 2010, les femmes vont avoir des trimestres pour enfants. Elles vont avoir 4 trimestres pour les avoir mis au monde et 4 trimestres pour les avoir éduqués. Ce qui fait qu'une femme par enfant va se générer 8 trimestres. Si vos enfants sont nés à partir de janvier 2010, les femmes, donc ces fameux 8 trimestres, peuvent être partagés pour partie avec le père. Alors, depuis la réforme de 2023, de septembre 2023, ces 8 trimestres, en prendre 6 et en donner 2 maximum au père. Ce qui fait que le père aura une majoration éducation et la mère, elle aura une majoration dite maternité-éducation. Donc, effectivement, quand on parlait, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit la surcote parentale, enfin, tout dépend à qui sont attribués les trimestres. Pour les générations qui partent actuellement à la retraite, il est assez rare d'avoir des femmes qui ont partagé leur trimestre, puisque ça concerne les enfants nés à partir de 2010. Mais au fur et à mesure, effectivement, des générations, on pourrait avoir des pères qui ont des trimestres éducation. Juste un dernier point là-dessus. Au régime général, si la mère souhaite partager ses trimestres avec le père, elle a 6 mois après les 4 ans de l'enfant, donc il faut faire une demande de partage de trimestre pour octroyer 2 trimestres au père. C'est-à-dire qu'elle en a 8, elle dit je garde tout pour moi, ou alors elle lui en donne 2. Une fois qu'elle a donné les trimestres au père, c'est terminé. Attention à ce délai de 6 mois dans les 4 ans de l'enfant, parce que c'est hyper rapide quand même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit parfois les pères,
Aujourd'hui, c'est rare, hein, mais donc cette réforme, on parle de réforme des retraites pour les femmes qui partent à la retraite, aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont les trimestres enfants, maternité, éducation. Alors Claude, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, pour la fonction publique, en pratique, c'est aussi les femmes, même si la bonification pour les enfants nés avant 2004 est ouverte. Elle peut être attribuée aux mères comme au père, sous réserve d'avoir interrompu son activité au moins 2 mois ou de l'avoir réduite. Donc, un père qui est passé à temps partiel, avec une quotité entre 50 et 70%, pourrait bénéficier de cette bonification enfant né avant 2004. En revanche, à partir de 2004, pour les enfants nés à compter de 2004, là, ça change, puisque le texte renvoie à l'accouchement. Donc, concerne les mères. Et je pense qu'une question est posée, est-ce que pour la durée réputée cotisée, est-ce que c'est 2 trimestres par enfant? Non, c'est 2 trimestres au total. Quel que soit le nombre d'enfants, 2 trimestres, Nadine, tu confirmes? Oui, c'est 2 trimestres au total. Mais ça veut dire que ça pourrait intervenir dès le premier enfant quand même. Voilà. Il suffit d'avoir un enfant, puisque chaque enfant va vous donner 8 trimestres dans le privé. Donc, vous pourriez en avoir 2 au titre des carrières longues. Ce qui pourrait, effectivement, pour certaines, favoriser, partir un petit peu plus tôt à la retraite. Alors, attention, parce que dans les carrières longues, là aussi, c'est un peu subtil, il y a toujours un âge minimum quand même. Oui. Deux conditions, un nombre de trimestres et un âge minimum. Alors, juste, il y a une question sur, puisque j'ai parlé tout à l'heure de carrière mixte, et apparemment, il semblerait qu'il y ait eu une coupure. Quand j'ai dit carrière mixte, je crois que c'était donc juste après l'explication par Nadine du calcul de la pension du régime général. J'ai parlé de carrière mixte, c'est-à-dire une partie de la carrière affiliée en tant qu'affiliée au régime général et une partie en tant que fonctionnaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les polypensionnés. Voilà pourquoi je parlais de carrière mixte. Ensuite, une question est posée sur le temps partiel et la surcotisation, donc à temps complet. Alors, en plus, c'est différent. Ça n'a pas le même impact. Le temps partiel n'a pas le même impact au régime général et dans le public, puisque dans le public, ça impacte les trimestres et au régime général, Nadine, c'est le salaire. Voilà, le salaire. Donc, tu veux développer un petit peu Du coup, on peut surcotiser. Le problème, c'est que la surcotisation est calculée avec une assiette élargie, puisque c'est la rémunération temps plein, et en plus un taux de surcotisation. Donc, il faut savoir que le coût est élevé. Voilà, quand on surcotise. Et ça permet effectivement d'anéantir les impacts négatifs du temps partiel, alors pour 4 trimestres maximum. Nadine, je ne sais pas si tu veux rajouter sans rentrer. Alors oui, parce que dans le privé, c'est un peu différent. Dans le privé, en fait, quand on est à temps partiel, l'intérêt de surcotiser les 25 meilleures années pour les dernières années et se générer plus de points en retraite complémentaire. D'accord ? Donc, ça a un double impact. Il y a un impact sur le régime général et sur la retraite complémentaire. Donc, pour certains, voilà, c'est intéressant. Pour d'autres, c'est moins intéressant. Mais en général, c'est vrai que de surcotiser, il faut savoir que ça a un coût. Tout dépend qui paye le coût. Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est les salariés? Donc, dans les entreprises privées, il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation de prendre en charge, d'être pris en charge par l'employeur. Cependant, dans certaines entreprises, ça se fait. C'est-à-dire que l'employeur prend en charge au moins la quote-part patronale qu'il aurait, sur une base temps plein. Ce qui n'est pas le cas dans le public. Ouais. Très bien. Et sur la surcote parentale, est-ce qu'elle dépend du nombre d'enfants? Alors Nadine parlait bien de 1 trimestre. En fait, la surcote parentale, elle ne dépend pas du nombre d'enfants, elle dépend du nombre de trimestres que vous avez 1 an avant l'âge légal de la retraite. D'accord ? Donc, quelqu'un qui aurait ses trimestres 1 an avant l'âge légal de la retraite, grâce à ses enfants souvent d'ailleurs, puisque la femme, on va rajouter les 8 trimestres.
Elle ne pourra pas partir avant l'âge légal, hein, parce qu'elle n'est pas carrière longue, mais elle aura un bonus, hein, qu'on va appeler la surcote parentale et qui peut être donc de 5% donc pour une année supplémentaire. Mais c'est vrai que la surcote parentale, de toute façon, elle n'était toujours pas en vigueur. Elle n'était en vigueur pour la génération née en 64, mais là, comme on change, je vous ai dit tout à l'heure, le calendrier, ça peut décaler aussi la surcote parentale. En revanche, quand vous faites vos estimations de retraite, elle est déjà calculée en fait. C'est pour ça que le logiciel, vous savez estimer le montant de la retraite, il faut toujours le prendre avec précaution parce qu'il est fait par rapport à la dernière réforme. Donc, si cette réforme a lieu, s'il y a des ajustements, il va falloir que ces logiciels de calcul de retraite ou d'estimation de retraite soient modifiés, puisque les calculs seront plus bons. Voilà, donc juste pour vous dire aussi que ce webinaire sera disponible, donc vous pourrez aussi le regarder en replay. Merci de nous avoir écoutés sur un sujet quand même qui reste très complexe. Et puis quand on arrive en pleine réforme, c'est vrai que si on ne savait pas ce qu'il y avait avant, c'est aussi parfois difficile de comprendre ce qui va changer. Mais comme l'a dit Chloé tout à l'heure, il est urgent d'attendre. D'accord, donc on en saura un petit peu plus à la fin de l'année, c'est ça? Exact. Merci à vous pour votre écoute. Un grand merci. C'est un plaisir de vous voir en stage chez Gérézo, soit dans le public, soit dans le privé. Un grand merci à tous. Merci Nadine, à bientôt.